Donc merci pour m'avoir invité à participer à cette réunion. Donc vous avez eu une introduction donc, qui a été faite par Valérie Masson-Delmotte, qui est une brillante scientifique très impliquée dans les négociations internationales, enfin, la préparation de négociations internationales au travers de la réalisation des rapports du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc elle dirige un des groupes importants. Et d'ailleurs, je vais m'appuyer sur un certain nombre de résultats qui ont été publiés dans le précédent rapport de ce groupe pour illustrer la question du changement climatique en reprenant un petit peu des fondamentaux sur cette question, parce que je pense que certains d'entre vous sont intéressés pour avoir cet éclairage initial. Mais bien entendu, assez rapidement, je viendrai aussi vers ce qui se passe dans la région du nord-est de la France. Qu'est-ce qu'on peut anticiper aussi de ce qui va se passer dans le futur avec les scénarios que l'on peut réaliser aujourd'hui et qui s'appuient là encore sur les travaux scientifiques. Alors donc, je vais commencer par traiter, d'ailleurs Valérie l'avait dit dans son introduction, on se pose des questions liées aux observations, liées au rôle des activités humaines dans les évolutions constatées, et puis donc on essaie de faire des scénarios futurs. Donc c'est le plan de ma présentation, avec, pour commencer, ces courbes qui présentent le changement de température à l'échelle mondiale sur la figure de gauche et pour la France, en moyenne, sur la figure de droite. Donc lorsque la couleur rouge est indiquée, lorsque la température est supérieure à la moyenne des années 1961-1990. Donc ce que l'on voit, c'est que sur la figure de gauche, donc à l'échelle de la planète, il y a eu un réchauffement qu'on estime à 0,9 degrés sur une période d'une centaine d'années. Ça paraît faible, mais 0,9 degrés, pour avoir une équivalence, il faut se référer par exemple à la différence de température qu'il y avait entre la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, et la température actuelle. Elle est seulement, on pourrait dire seulement, de 3 à 8 degrés. Donc 1 degré, c'est déjà pratiquement 1 degré, 0,9 degrés, c'est déjà très conséquent. Donc c'est une augmentation déjà constatée. On constate avec cette augmentation de température un certain nombre aussi d'évolutions dans les composantes de notre système terrestre, en particulier les glaces. Donc là, vous avez par exemple une animation qui vous montre l'évolution d'un glacier des Alpes dans le Valais, et donc entre 1882 et 2012, qui montre, comme vous le savez, c'est un constat que l'on peut faire bien entendu ailleurs, on constate un retrait assez rapide des langues glaciaires, en lien bien entendu avec ce réchauffement planétaire. À l'échelle de la France, on voit que le réchauffement est aussi bien effectif. Il est plus rapide, mais ça on le comprend, parce que c'est une zone continentale, les continents se réchauffent plus vite que les océans. Et on peut aussi montrer que ce réchauffement, on le constate également à l'échelle des régions françaises, et finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre les années chaudes et les années froides à l'échelle de la France, les années chaudes et les années froides à l'échelle du nord-est de la France, qui est représenté sur cette autre figure, et la tendance est finalement sensiblement la même, 1,5 degré à l'échelle de la France, 1,4 degré à l'échelle du nord-est. Donc cette température qui augmente, on le constate aussi, et on peut faire un parallèle avec ce qui se passe sur la planète, avec une augmentation de la température, surtout à partir des années 1970. Donc le constat qui avait été fait dans le rapport du GIEC, il est sans équivoque, ce constat, et il dit que le réchauffement climatique est effectif et qu'on l'observe non seulement dans la température mesurée, mais aussi dans l'évolution des glaces. Et on peut même dire que depuis 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent par rapport à ce que l'on a connu au cours des dernières décennies, au cours même, dans certains cas, des derniers millénaires. Alors, puisque la question centrale, quand même, ici, c'est la question de l'eau, le GIEC, bien entendu, examine aussi quelles sont les évolutions constatées. Et donc, il a produit, par exemple, cette carte à l'échelle mondiale. On ne va pas en donner les détails. La conclusion, c'est qu'en moyenne, sur les régions continentales, des moyennes latitudes de l'hémisphère nord, les précipitations ont augmenté depuis 1901. C'est en particulier le cas pour l'Europe. Et on peut évidemment se poser la question, est-ce que c'est le cas pour la France ? Or là, on va voir que les choses sont tout de même un petit peu plus... Il faut y regarder de plus près, parce qu'on ne peut pas simplement conclure
que les précipitations, par exemple, ont augmenté à l'échelle de la France. Si on regarde cette carte, on voit qu'il y a des zones où les précipitations ont augmenté, d'autres où elles ont plutôt diminué. C'est une carte qui a été produite par Météo France à partir de séries d'observations qui ont été retraitées, on dit qu'elles ont été homogénéisées parce qu'il ne suffit pas de prendre une série observée et pour en tirer des conclusions, il faut aussi critiquer ces observations, et c'est ce qui a été fait ici. Elles ont été corrigées pour partie, et on obtient cette carte qui est assez contrastée, avec des régions, si on s'intéresse au nord-est, on voit quand même que les tendances sont plutôt positives et même significatives. Donc, mais pour autant, à l'échelle de la France, on peut plutôt dire que les précipitations ne présentent pas d'évolution significative, mais donc il y a des différences régionales qui apparaissent. Des différences régionales et des différences aussi en fonction des saisons. Donc là, par exemple, donc à gauche, on a ici le printemps, en haut à gauche, en haut à droite l'été, l'automne, l'hiver. Là, les tendances sont exprimées en pourcentage, variation de pourcentage par période de 10 ans. On est autour les valeurs qui sont en vert sont autour des augmentations de l'ordre de 2 à 3%. En brun, c'est plutôt des diminutions de 2 à 3% par décennie. Ça veut dire qu'à l'échelle du siècle, on était autour de 15% de variation. Et donc, on a à peu près la même chose à l'échelle des régions. Donc, on est dans ces ordres de grandeur, 15%. Et sur le nord-est, on voit surtout que c'est un automne qu'on fait le constat d'une augmentation des précipitations. Donc finalement, une variabilité suivant les régions, une variabilité aussi dans le temps et en fonction des saisons qu'il faut prendre en compte dès lors qu'il s'agit des précipitations. Les sécheresses, donc elles ont été analysées à l'échelle de la France, et le constat que l'on fait, c'est que la surface qui est concernée par les sécheresses a plutôt tendance à augmenter. Donc là, on a un indicateur qui mesure la surface de la France qui est affectée donc, par des sécheresses agricoles. Que veut dire une sécheresse agricole? C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement liée aux précipitations, elle est aussi liée à l'évaporation des sols et de la végétation. C'est en fait donc une mesure de la quantité d'eau qu'il y a dans le sol qui dépend à la fois des précipitations et de l'évaporation. Donc c'est directement la ressource qui est à eau utilisable pour la production agricole. C'est pour ça que c'est un indicateur plus intéressant. Et donc, on fait le constat qu'il y a eu des périodes de sécheresse, des années sèches, une grande variabilité interannuelle, mais aussi une tendance qui n'est pas visible lorsque simplement on se focalise sur quelques années particulières. Il y a bien une tendance à l'augmentation des surfaces couvertes par les sécheresses. Alors, qu'en est-il du Grand Est? Donc là, c'est la nouvelle région Grand Est. Et donc là aussi, on fait le constat qu'il y a eu des années sèches qui ne sont pas forcément celles que l'on a retrouvées sur la carte moyennée à l'échelle de la France, mais on retrouvera des épisodes dont certains auront souvenance. Donc c'est le printemps, par exemple, 63, le printemps 2011, bien sûr, plus proche de nous, l'été 1976, l'automne 59, l'hiver 63. Donc ce qui apparaît donc, pour ces périodes particulières, c'est qu'on a approché à peu près 100% du territoire couvert par la sécheresse pendant ces saisons particulières. Et on fait le constat que la sécheresse, ça peut arriver dans n'importe quelle saison de l'année, finalement. Donc là aussi, on fait le constat d'une augmentation de la fréquence lorsqu'on fait une analyse plus fine. Donc ça, ce sont quelques constats, donc en particulier liés à l'eau, en particulier sur la région. Que peut-on dire maintenant véritablement du rôle des activités humaines dans ces évolutions? Alors le GIEC apporte là aussi des conclusions qui sont assez claires. Et donc là, c'est peut-être un petit peu technique, mais en même temps, on comprend bien quel est quand même ce qu'il y a derrière les graphiques que je vais montrer. Les scientifiques ont réalisé donc, des simulations pour essayer de reproduire le climat du XXe siècle en essayant de tenir compte de conditions qui sont différentes des conditions réelles pour essayer de faire la part des activités humaines par rapport à la part des évolutions naturelles. Ils ont fait des calculs en enlevant l'effet de l'homme, donc en retranchant l'effet des émissions de gaz à effet de serre dans les simulations. Et donc ce qui est reproduit sur la figure que je présente là, c'est l'évolution de la température moyenne de la planète, donc c'est la même finalement courbe que tout à l'heure. En noir, ce sont plusieurs séries observées, enfin reconstructions plutôt,
à partir des observations. Et en couleur, ce sont les résultats des simulations lorsqu'on enlève l'effet de l'homme. Eh bien, on fait le constat que les modèles sont, dans ce cas-là, les modèles de simulation, qu'on appelle les modèles climatiques, sont incapables de reproduire la réalité. Donc, par contre, lorsqu'on rajoute les effets des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone, pas seulement bien sûr, le méthane aussi, et les autres gaz à effet de serre comme l'ozone, bien là, on arrive à reproduire l'évolution de la température moyenne mondiale. Voilà, alors évidemment, on ne s'appuie pas que sur ce résultat pour la conclusion qui a été ensuite tirée des analyses qui ont été faites ces dernières années, mais la conclusion en tout cas apparaît, disons qu'elle est assez parlante sur ces figures, et la conclusion qui est basée sur l'ensemble des études, c'est que l'influence humaine sur le système climatique est claire et qu'il est extrêmement probable que l'influence humaine a été la cause essentielle, principale, du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Alors maintenant, venons-en à des questions qui nous sont souvent posées et qui sont posées aux scientifiques, qui sont particulièrement difficiles, auxquelles on ne sait pas toujours répondre. C'est de savoir si un événement extrême particulier est, lui, lié au changement climatique. Alors, en principe, on s'en sort un petit peu trop facilement, peut-être, nous scientifiques, en disant sur un événement particulier, on ne peut pas conclure, parce que on ne peut, en fait, le climat, ce sont des statistiques, et un événement, à lui seul, ne définit pas une statistique, donc on ne peut absolument pas dire si l'influence humaine a joué un rôle. Mais maintenant, on a un petit peu quand même obtenu, enfin, on arrive à répondre quand même un petit peu mieux à cette question, parce qu'on ne va pas s'intéresser à un événement particulier, mais on va s'intéresser à la probabilité que cet événement se produise. Et là, les scientifiques peuvent apporter des questions. Est-ce que l'homme a modifié la probabilité pour que cet événement, ou un événement équivalent, puisse se produire? Donc c'est comme cela que des études ont été conduites ces dernières années, et même très récemment, en particulier une analyse qui a été faite de l'épisode pluvieux que vous avez connu dans le nord-est de la France, mais qui a surtout concerné les bassins de la Seine et de la Loire, avec ici cette carte qui représente le rapport à la normale des cumuls de précipitations pour le mois de mai 2016. On a un facteur 2, même supérieur à 2 dans les bassins que je viens de citer, mais dans le nord-est, on a aussi un facteur qui est de l'ordre de 1,5 par rapport, plus de 50% par rapport à la normale. Et donc, ça a été un épisode exceptionnel, en particulier sur les bassins donc, de la Seine et de la Loire. Et on s'est intéressé de savoir quel était le rôle, la communauté scientifique, pas nous en particulier, mais de savoir quel était le rôle possible des activités humaines sur ce type d'événement. Et la conclusion était que, effectivement, l'homme avait probablement multiplié par 2 la probabilité d'occurrence de ce type d'événement. C'est un des cas dans lesquels il a été possible de conclure. Donc, il est probable que les activités humaines ont provoqué une augmentation de ce type de phénomène. C'est un cas particulier, on ne peut absolument pas répondre dans tous les cas de figure. Ce sont des études souvent qui nécessitent du temps, mais on essaie justement aussi de raccourcir ce temps pour pouvoir répondre, pas en temps réel, mais en tout cas en temps légèrement différé. Voilà, donc on a quand même des indications aujourd'hui que certains événements extrêmes, c'était le cas déjà pour les extrêmes de température, ça on le savait déjà depuis plusieurs années, il y a un impact, un effet des activités humaines sur l'augmentation des vagues de chaleur, le fait qu'on batte des records d'année en année, non seulement en France, mais à l'échelle mondiale. Maintenant, c'est aussi, il y a des résultats qui émergent des études actuelles montrant que ça semble être le cas aussi pour l'intensité des précipitations, pour les événements les plus extrêmes de précipitations, même si les preuves là sont plus difficiles à apporter. Voilà, donc j'en viens maintenant à la troisième partie qui sont les changements futurs. Et pour ça, je vais commencer par cette figure qui représente les scénarios sur une même figure, les scénarios sur lesquels on peut se projeter. Elle est extraite en fait de travaux là aussi des scientifiques qui contribuent au rapport du GIEC. Donc elle représente les émissions, là seulement de dioxyde de carbone, pas tous les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, qui est due à l'utilisation des combustibles fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, gaz naturel, et aussi à la production du ciment, qui représente à peu près 10% de ces émissions.
Donc en noir, vous avez d'abord les reconstructions à partir de ce que l'on sait des émissions des différents pays qui font, bon, vous le savez certainement, on doit faire des inventaires, donc tout le monde y contribue, y compris voilà, les territoires, des inventaires des émissions des gaz qui sont rassemblés à l'échelle mondiale. Et donc la courbe noire reproduit l'augmentation des émissions de CO2 au cours des dernières décennies. On voit qu'elle est très nette. L'estimation 2015, elle est plutôt encourageante parce que c'était déjà arrivé auparavant, mais en 2009 notamment, mais on a vu baisser les émissions cette année en 2015 par rapport à 2014, et on l'attribue à la diminution des émissions en Chine. Donc peut-être un petit élément encourageant pour la suite, mais il faudra bien entendu attendre les prochaines années pour voir comment ça évoluera. Donc actuellement, on se situe plutôt quand même sur la courbe rouge que vous voyez, qui est la courbe rouge qui conduit à un réchauffement. Tout à droite de la figure, elle est indiquée à la fin du siècle, compris entre 3,2 et 5,4 degrés. C'est par rapport à la fin du 19e siècle, mais c'est finalement la référence pour ce qu'on appelle le pré-industriel. Pour le climat, ce n'est pas différent. Donc à peu près 4 à 5 degrés. Quand je vous disais tout à l'heure que l'écart entre une période glaciaire et interglaciaire, c'était de l'ordre de 3 à 8 degrés, ou 4 à 7 degrés si on veut resserrer un petit peu la fourchette. Donc du même ordre de grandeur finalement pour le réchauffement global, sauf que pour le passage d'une période glaciaire à interglaciaire, ça s'est produit par des facteurs naturels en une période de 10 000 ans. Ensuite, on est rentré dans une période de 10 000 ans où le climat est resté relativement stable, donc en 10 000 ans. Et ici, c'est en 250 ans, parce que ce serait à partir du début de la fin du 19e siècle, de la moitié du 19e siècle, on va dire, jusqu'à la fin du 21e siècle. Voilà, en 250 ans, on aurait le même réchauffement que celui qu'on a eu à cause de facteurs naturels en 10 000 ans. Ça, c'est pour le scénario qu'on va appeler scénario laisser-faire. On pourrait appeler, les Anglais appellent ça business as usual. Bon, la traduction, ça peut être laisser faire, tout simplement. Et donc, un réchauffement de 4 à 5 degrés, avec un scénario sobre, qui est en fait le scénario de la COP21, qui a été évoqué tout à l'heure par Valérie. On serait sur un scénario de stabilisation du climat à 2 degrés, donc ça c'est des choses que vous connaissez. Effectivement, ça correspond à cette courbe bleue des émissions. Ça veut dire qu'il faut réduire très fortement les émissions. La COP21, avec les engagements des États, ne nous met pas encore sur la trajectoire bleue. On serait plutôt sur un réchauffement de l'ordre de 2,5 degrés, à condition de réduire très fortement les émissions après 2030. Mais on voit que si on va être sur le scénario de 2 degrés, il faut aussi qu'on annule nos émissions à partir de la deuxième moitié du XXIe siècle. Ça revient en fait, ce n'est pas en fait l'annulation des émissions proprement dites, c'est le fait que toutes nos émissions seraient compensées par des captations de carbone qui se situent actuellement sous forme de CO2 dans l'atmosphère, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voilà. Donc, ce qui est annulé, ce sont les émissions nettes entre ce qu'on émet et ce qu'on arrive à capter. Voilà. Donc ça, c'est finalement l'objectif qu'il faudrait tenir pour stabiliser le climat à 2 degrés. Et donc, je vais illustrer maintenant les conséquences, et en particulier sur l'eau, sur l'hydrologie, des scénarios laisser-faire et des scénarios 2 degrés. Alors le climat de la France au XXIe siècle, vous le savez peut-être déjà, et c'est d'ailleurs dans le dossier de presse qui vous a été distribué, j'ai vu cela. Donc on peut on peut obtenir des informations sur cette évolution en France grâce à un site internet qui s'appelle DRIAS, dont l'adresse est indiquée ici. Donc des cartes sont reproduites dans le dossier de presse. Donc ce sont des scénarios qui ont été réalisés par la communauté climatique française et qui sont mis à disposition pour des études d'impact, notamment hydrologiques, qui peuvent être menées, mais dans tous les secteurs évidemment socio-économiques. En accompagnement aussi de ce site internet, des rapports ont été rédigés dans le cadre d'une mission qui avait été confiée à Jean Jouzel en 2010. Donc le quatrième a été publié en 2014. Il reprend justement les scénarios qui sont actuellement accessibles, les derniers accessibles au travers du site internet. Donc je vais en extraire des cartes dans ce que je vais présenter en fait un petit peu plus tard. Mais d'abord, parce que je voulais faire un zoom sur le nord-est, là j'extrais une représentation qui est aussi accessible sur internet, sur le site de Météo France, qui s'appelle Climat HD.
et qui permet de resituer les observations du passé par rapport aux projections futures, donc région par région, et pour différentes variables. Ici, on a les précipitations en moyenne sur la région Lorraine. Et donc, le constat que l'on peut faire, c'est que finalement, il y a très peu d'évolutions prévues à l'échelle annuelle, simulées, projetées plutôt. Et cela, finalement, quel que soit le scénario, que ce soit le scénario du laisser-faire, qui est, alors je ne sais pas s'il apparaît vraiment, oui, il apparaît en violet sur la projection. On n'en voit qu'un petit morceau ici, et la courbe qui est en marron qui correspond au scénario sobre. C'est seulement la courbe, puisque là, il n'y avait qu'un seul scénario, alors que dans l'autre cas, on avait un ensemble de simulations qui ont été synthétisées sous la forme de la plage de couleurs. Voilà, donc on a ces deux scénarios donnent presque la même chose, mais il faut quand même distinguer en fonction là aussi de la saison. En hiver, on a quand même une légère tendance à l'augmentation des pluies sur la région avec le scénario laisser-faire, et au contraire une diminution des pluies en été. Donc en conclusion, voilà ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette observation-là, de ces projections, c'est qu'il y a peu d'évolution des précipitations moyennes annuelles, mais il y a quand même une légère tendance à l'augmentation en hiver et diminution en été avec le scénario des plus fortes émissions, et assez peu avec le scénario finalement stabilisation du climat à 2 degrés. Alors je reviens sur la source de données DRIAS dont je vous ai parlé tout à l'heure pour extraire une carte qui va s'intéresser maintenant aux extrêmes de pluie qui bien entendu sont à regarder de plus près sitôt qu'on s'intéresse aux conséquences potentielles de changements climatiques sur l'hydrologie et dans les bassins versants. Donc là, vous avez une carte, là aussi je ne vais pas donner beaucoup de détails, ce qui importe surtout les conclusions. C'est une carte en fait qui représente la part des pluies qui tombent au cours des événements extrêmes. Et le constat que l'on peut faire des projections actuelles, c'est que cette part des pluies augmente. Ça ne veut pas dire forcément, donc on l'a vu, que les pluies en moyenne vont augmenter, mais par contre, la part de l'eau qui tombe au cours des événements extrêmes, elle, devrait augmenter en pourcentage. Voilà, donc ça c'est ce que traduit cette carte. Et les pourcentages, les échelles, c'est de l'ordre, voilà, entre moins 10 et plus 10%. On est plutôt autour d'après les couleurs, on est toujours en gros autour de 6%. Et donc, en conclusion en fait de l'analyse, voilà ce que l'on peut dire, c'est que pour le scénario laisser-faire, donc on a une augmentation de la part des pluies tombant au cours des événements extrêmes. C'est surtout vrai en hiver. Là, il n'y a qu'une simulation qui est montrée. En croisant plusieurs simulations, on voit que c'est quand même surtout l'hiver qui est concerné. Et en réalité aussi, en fait, à quoi c'est lié? C'est lié au fait que l'intensité des pluies, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, est affectée par le changement climatique. On le voit, on commence à le voir déjà dans les observations. Et évidemment, ça va se poursuivre dans le futur. Et on peut même dire que l'ordre de grandeur, c'est que les pluies devraient s'intensifier de quelques pourcents par degré de réchauffement. On est souvent autour de 6 à 7%, mais ça peut être parfois davantage, parfois moins. On est autour de ces valeurs-là. Alors pour autant, donc, c'est la part de l'eau qui tombe au cours des événements extrêmes. Ça ne veut pas donc dire nécessairement qu'il y aura plus d'événements extrêmes au-dessus d'un certain seuil, parce que cela dépend, aussi, de l'évolution de la quantité d'eau moyenne et des précipitations moyennes. Et justement, quand on extrait la carte qui est le nombre de jours de fortes précipitations au-dessus en réalité ici, de 20 litres d'eau par mètre carré par jour, bien, on a quelque chose de plus contrasté. Voilà, on a des régions où on a une diminution de moins 1 jour ou jusqu'à moins 2 jours rarement, plutôt dans la partie sud. Donc en réalité, pour les scénarios, il y a pour tous les scénarios une faible variation, positive ou négative, du nombre de jours de précipitation supérieur à un seuil donné. Voilà, donc il faut être prudent ensuite dans l'interprétation des résultats. Il n'y a pas forcément plus d'événements, mais quand ils se produisent, ils sont potentiellement plus intenses. Alors maintenant, les sécheresses, donc j'y reviens en projection cette fois, on avait vu les résultats sur les tendances récentes. Bien, on voit que, alors je ne passe pas par la présentation des mêmes indicateurs que tout à l'heure de l'eau du sol, mais j'en viens directement aux variations sur les débits.
Et donc là, un résultat d'un travail, d'une thèse récente de l'année dernière qui montre que les débits des fleuves estivaux, les débits d'étiage, en fait, les étiages devraient être plus sévères et les débits des fleuves devraient diminuer, en particulier avec le scénario du pire, le scénario laisser-faire. Donc vous avez les pourcentages qui sont indiqués, c'est une diminution de plus de moitié de ces débits lorsqu'on est sur la couleur violette, et alors qu'il n'y a pas de changement lorsqu'on est dans le vert. Et on voit que sur la région nord-est, on a finalement tous les cas de figure. Alors ce n'est pas pour autant qu'il faille regarder avec beaucoup de détails ce qui se passe sur chacun des fleuves, parce qu'il y a bien entendu ensuite une variabilité d'une simulation à une autre. Mais ça traduit surtout qu'il y a une variabilité, une dispersion quand même des résultats, en particulier sur la région, alors que les signaux sont beaucoup plus clairs lorsqu'on considère la partie sud du pays. Là, on peut avoir un petit peu tous les cas de figure. On est entre pas de variation du tout et des réductions qui peuvent être supérieures à un facteur 2. Et ça, c'est en cohérence avec l'étude Explore 2070 sur laquelle s'appuient justement, je l'ai vu, les analyses qui ont été faites pour le bassin Rhin-Meuse. Alors maintenant, je termine avec un résultat qui est très récent, qui date, lui, de cette année. Donc une publication qui a été faite et qui concerne cette fois le scénario sobre, le scénario 2 degrés, de stabilisation du climat à 2 degrés. Est-ce que finalement, est-ce que dans ce cas-là, puisqu'on a en moyenne, on a moins d'impact, bien entendu, est-ce que pour autant on peut en déduire qu'il n'y aura pas de variation des extrêmes? Eh bien non, parce que, comme je disais tout à l'heure, 2 degrés, c'est quand même 2 degrés de réchauffement en plus, et l'intensité des pluies va augmenter en fonction de ce réchauffement. Et donc la traduction, c'est par exemple le changement de l'intensité des hauts débits de durée de retour décennale qui se produisent en moyenne tous les 10 ans, liés à un réchauffement de 2 degrés. On le voit sur cette carte. Sans revenir sur les détails, vous aurez accès de toute façon à la présentation. On peut traduire cela en disant qu'on aura une augmentation qui peut être des événements de haut débit à durée de retour décennale, qui est comprise entre pas de variation du tout, 0 à 40% sur le bassin Rhin-Meuse, avec ce réchauffement de 2 degrés. Donc finalement, ça peut être conséquent. Pour les changements des bas débits, cette fois, donc en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les étiages, mais avec ce scénario de climat qui est plus modéré, eh bien, on a une augmentation qui peut quand même localement dépasser 15% pour la réduction, le facteur de réduction des débits d'étiage. Là, c'est un calcul qui a été fait là aussi pour les bas débits de durée de retour moyenne tous les 10 ans. Voilà, donc on a aussi des impacts même avec le scénario de réchauffement 2 degrés. Donc ça veut dire aussi nécessité de s'y adapter, puisque ces évolutions-là, elles sont finalement, elles vont se produire de toute manière, quelles que soient les réductions des émissions de gaz que l'on pourra réaliser. Et pour terminer, là c'est l'intensité des étiages. Ce que je montrais tout à l'heure, je le remontre, parce que je n'ai pas suffisamment insisté, c'était la durée des périodes de bas débit, donc ceux qui se produisent en moyenne tous les 10 ans. Et l'intensité, elle, quand même, devrait, semble-t-il, moins évoluer avec ce scénario de degrés. On a une faible variation, donc c'est plutôt la durée, finalement, des périodes de bas débit qui devrait évoluer avec le changement climatique et ce scénario-là que l'intensité même. Voilà, j'en ai terminé. Très bien. Merci, M. Planton.